Encore une fois, merci d'être venu. Ça nous touche vraiment au cœur de partager cet après-midi littéraire et de faire un petit voyage dans les méandres de l'Afrique plurielle. La première, bien sûr, question, c'est de savoir pourquoi on a écrit ou bien pourquoi on écrit. C'est toujours ce besoin profond de témoigner d'abord pour soi-même, parce qu'on a quelque chose qu'on veut partager. Ensuite, remettre, comme le disait Jean-Paul Moreau, un flambeau à nos enfants, leur dire un peu quelle a été notre vie, surtout par ce temps de l'électronique, ça change très très rapidement. Donc leur permettre aussi de connaître un peu leur propre passé. Et aussi, pour nous qui venons dans cette nouvelle société d'accueil, de permettre aussi à nos amis de connaître un peu d'où nous venons, d'avoir un petit clin d'œil de l'autre côté. Donc c'est ce besoin d'échange qui fait qu'on a voulu écrire. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit écrire. Parce que, bon, et dans mon cas précis, c'était surtout de raconter l'expérience professionnelle. Je suis médecin de formation et j'ai eu cette chance à travailler dans différents environnements, non seulement dans mon propre pays, mais également dans les autres pays, aussi dans le pays africain. Il y a quelque chose de très très intéressant que j'ai eu à voir, c'est qu'au-delà des spécificités, on retrouve l'humain partout. Il y a l'humain on retrouve le même être partout, mais les environnements varient. Alors, dans ce livre particulièrement, j'ai plutôt essayé d'être observateur, narrateur. Mais ce n'est pas innocent. Parce que j'ai été très engagé, je suis encore à l'esprit quand le temps le permet, dans l'organisation du système de santé. Le système de santé m'intéresse beaucoup. Parce que la santé, c'est l'essentiel, c'est la vie. C'est bien dommage qu'habituellement, on ne voit pas l'importance de la santé. On voit la santé qu'en tant qu'hôpital. Alors que la santé, c'est tout le jour, c'est à chaque instant. Donc, ça, c'est du point de vue de la santé publique, qui est mon domaine d'expertise. Alors, à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe dans la communauté devient une préoccupation. Et c'est ainsi qu'à travers les 8 nouvelles, il y a toujours derrière le côté organisationnel qui revient. Parce que ça me permet ainsi d'avoir des études de cas, surtout quand je suis dans la situation d'enseignant, quand je travaille avec de jeunes collègues, pour leur permettre d'avoir un œil un peu critique sur l'organisation de la société. Parce que c'est ça qui fait que on doit influencer les politiques pour un mieux-être. Et vous avez plein d'exemples. La petite ceinture de sécurité que nous mettons de manière instinctive aujourd'hui, si vous pouviez savoir son histoire avec les dégâts humains qu'il y a eu avant, qu'on commence à... Aujourd'hui, c'est un réflexe. On ne réalise même pas qu'on fait de la santé publique quand on le fait. Et pourtant, on est totalement dedans. On ne parle pas de se laver les mains et tous ces petits gestes devenus banals aujourd'hui qui ont causé vraiment beaucoup de dégâts dans l'histoire de la santé publique. Donc, c'est aussi un peu ce petit clin d'œil de ressortir ces petites études de cas pour amener la réflexion à une autre dimension, pas juste le niveau primaire où il y a quelque chose qui ne va pas, on s'énerve, on crie et tout ça, mais d'aller un peu au-delà et rentrer dans ce processus dynamique d'amélioration de système, d'organisation de système. Donc, voilà un peu les différents mobiles qui m'ont poussé à écrire. Le défi, oui, le grand défi est que il fallait être accompagné par des littéraires, parce que ce n'est pas ma formation de base, quoique j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours lu
Mais il fallait faire certains exercices et je crois que là, le processus est encore long, il est encore à faire. Maintenant, dès le premier instant où j'ai commencé à prendre conscience que je dois faire quelque chose, c'est-à-dire je suis dans les dernières années de mes études médicales, donc j'ai commencé à prendre note, mais en poésie. C'est plus court, c'est plus rapide, on joue avec le mot, c'est dense et tout ça. Et qui fait que mon premier recueil de poèmes, qui est intitulé Apatride, mais son titre, en fait, c'était Médecin ouvrier, qui était mon expérience de vie. Ma première expérience en tant que médecin de brousse, hein, j'ai plus passé le temps à faire l'ouvrier qu'à faire la médecine, parce qu'il fallait construire les structures de base. Alors, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, mais au lieu d'aller faire la marche avec les pancartes dehors, je fais l'évacuation sur papier. Comme ça m'a permis au moins d'aller rechercher le médecin en moi à un moment donné. Et ça a dû faire 28 ans avant que je ne le publie, parce que, bon, je n'avais pas... D'abord, à l'époque, dans le pays, c'était un système assez policier, on avait peur de tout. On avait peur de recevoir une lettre qui pouvait avoir une phrase qui pouvait t'amener quelque part. Et puis, c'est bien plus tard que quand j'ai eu à croiser des écrivains et tout ça, et puis qui m'ont encouragé. Et je me rappelle que le premier texte, c'est Mamie et Laurette qui ont lu ça dans le cercle Pohori. Vous ne vous souvenez pas peut-être. Ouais, le premier texte, mes textes, ils ont lu dans un club de poésie. On était aux Comores à cette époque. Alors, et là, on m'a encouragé. Finalement, on a sorti le premier recueil. Mais on a continué à écrire et à partager les réflexions qui sont reprises dans Tendre Afrique. Mais la poésie, c'est une histoire. Parce que tout le monde a eu un traumatisme pendant qu'il était à l'école. Cette fameuse question du professeur, qu'a voulu dire l'auteur? Mais l'auteur est décédé il y a 2 siècles. Et alors là, on demande qu'a voulu dire l'auteur. Et ce qui fait que la poésie, jusqu'à aujourd'hui, continue à éloigner un peu le public. Finalement, j'ai compris qu'avec, bien sûr, les agressions permanentes, mais tendres de ma chère épouse Vicky, qui est très allergique à la poésie comme telle, et que pour elle, le jour qu'elle lira ma poésie, c'est le jour où je vais écrire un poème pour elle. Alors là, ça devient très compliqué, très critique. Donc, c'est ainsi que j'ai sorti ce premier recueil de nouvelles. Et là, le choix a été parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, mais comment faire? Alors, je me suis limité à 8 tableaux. À 8 tableaux du continent africain, choisis par-ci, par-là. Et que on va explorer ensemble, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Et ceux qui l'ont lu, ils vont nous lire quelques extraits des passages qui les ont marqués. Peut-être qu'ils nous diront pourquoi. Mais donc, on va faire ce petit voyage très rapidement. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé pour sortir le livre, comme vous le savez, pour tous ceux tous ceux qui se sont lancés dans le processus d'écriture. Vous avez écrit, vous avez relu, 3e, 4e fois, vous ne voyez plus les fautes. Il faut que d'autres personnes aient cette distance pour le faire. Marie-Thérèse Bélan a eu cette douloureuse mission d'aller nettoyer le texte avec Maurice. Il y a eu bien sûr d'autres amis qui avaient intervenu, mais elle a été celle qui a intervenu avant que j'ai le courage d'envoyer, de sortir le document. Je vais passer la parole à Marie-Thérèse, que je remercie en passant avec Maurice pour ce travail qu'elle a eu à faire. Nous avons pensé organiser cet après-midi littéraire en 3 phases. Donc, après le petit mot d'introduction, Marie-Thérèse va un peu nous faire voyager dans le parcours de la rélectrice.
Et puis après, on va demander deux amis qui sont dans la salle, Augustin et Chantal, qui vont nous lire un passage du livre qu'ils avaient aimé. La quatrième personne qui devait clôturer et nous lancer au débat, c'était Benoît Gazabon, qui est un ami aussi, un auteur. Malheureusement, il a un problème de famille en dehors de la vie. Alors Marie-Thérèse va lui prêter la voix. Et après ça, on va passer un petit moment et puis on partagera le repas ensemble. Et puis on va quand même faire un tirage au sort du livre pour encourager ceux qui sont venus nous soutenir ce soir. Encore une fois, merci beaucoup. Je trouve que le lancement de Kalula s'est très, très bien passé. En fait, j'aurais tendance, peut-être que j'exagère, mais j'aurais tendance à dire que c'est un succès éclatant. Parce qu'il y avait d'abord une bonne assistance, des gens qui avaient lu ou pas lu, mais qui avaient cette curiosité d'en savoir davantage et aussi de faire savoir qu'ils avaient beaucoup aimé. On sentait qu'on avait envie d'aller donner des commentaires positifs et aussi d'échanger parce que son livre nous fait beaucoup réfléchir, nous émeut beaucoup, donc il y avait vraiment beaucoup à échanger. Et je crois que l'événement a bien répondu à ça. Alors, Kalula m'a demandé de faire une introduction d'un point de vue de lectrice. C'est-à-dire, quelles ont été mes réactions, puisqu'il m'a demandé de lire ce qu'il faisait. Ah, ça a commencé par une expérience, c'était la première nouvelle. Mais avant de passer à mes impressions à moi, je vais vous faire part d'impressions que certains d'entre vous, peut-être que ces gens ne sont pas avec nous aujourd'hui, je vais les nommer. J'ai trois témoignages, des commentaires de trois personnes qui introduiraient très très bien ce segment que m'a confié Kalula. Est-ce que M. Augustin serait ici? Oui. Oui, vous êtes M. Augustin. Je vais vous citer en premier. Parce que vous avez partagé quelque chose, vous avez fait un commentaire à Kalula que je trouve très bien placé pour commencer. Il a dit « Quelle plume !» Bonsoir Muganga, ça veut dire docteur. Alors, bonsoir docteur. Quelle plume pour nous aider à découvrir de multiples facettes du continent, notre chère Afrique qui est à la fois pareille et différente d'un bout à l'autre. N'est-ce pas une impression qu'on a quand on lit ces nouvelles? De l'Algérie aux Comores, en passant par Congo-Brazza, Sénégal et Sierra Leone, on assiste à des scènes de désolation et des défis de tout genre. Tableaux cauchemardesques qui imposent les efforts de tous les instants, véritable lutte pour la survie à laquelle toutes les couches sociales sont soumises, n'épargnant ni cadres ni diplomates. Que l'on pense à cette odyssée en mer pour se rendre à Freetown, où monsieur était présent à partager ses frousses dans ce bateau de fortune. Alors, ensuite, Benoît, qui devait être ici aujourd'hui, et à qui je vais revenir en conclusion, mais il y a un petit témoignage que je trouve très, très bien placé au début. Il dit, attendez un petit peu, je ne vais pas manquer le début, là, pour que ce soit plus complet pour votre compréhension. Le texte n'est pas amorcé que déjà nous sommes dans un univers culturel qui va nous dérouter, nous fasciner tout au long de ces 8 nouvelles. Pourquoi? Tout à l'heure, avec M. Augustin, j'avais un point de vue d'Africain. Là, c'est le point de vue du Nord américain. Nous ne connaissons rien du contexte de l'Afrique. Lu de l'Amérique du Nord, cette expression n'a pas le sens que lui veut l'auteur. Ce n'est pas à elle qu'il faut écrire, mais pour elle. Alors, toi, tu apprends, tu écris pour nous, pauvres Nord-Américains qui ne comprenons pas grand-chose. Mais je pense que ça s'adresse bien à nous parce que tu nous fais connaître. C'est une très bonne introduction pour nous. Le détail n'est pas gratuit parce que tout au long de la lecture, le lecteur non-africain sera interpellé par la différence profonde des situations, des modes de vie, des habitudes sociales. Et enfin, de notre collègue Marie-Thérèse Moulin, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui malheureusement, mais elle aurait bien aimé y être, elle écrivait «
Félicitations pour ce beau texte. C'est bien écrit, les images sont prenantes, les sensations sont fortes. Beaucoup de sensibilité. J'aime ta façon de raconter des histoires et de faire des liens. Une situation en rappelle une autre et les récits s'enchaînent les uns aux autres avec aisance. Et ça m'amène à ma propre contribution ici de lecture. Vous avez remarqué, c'est pas écrit dessus que c'est un récit biographique, c'est écrit nouvelle. Kalula a décidé, hein, tu t'es posé des questions, tu passes de la poésie à un récit plus accessible, je suppose, enfin j'extrapole un peu. Et au lieu de dire je vais faire un récit, on peut dire biographique, c'est pas nécessairement autobiographique, mais voyons ça. Récit sur l'Afrique, récit sur la santé en Afrique, je ne sais pas ce que tu avais en tête. Mais non, il décide d'en faire des nouvelles. Une nouvelle, eh bien, c'est comme un petit roman, c'est une histoire. Donc, ça doit se raconter comme une histoire. Et ça, Kalula, il le réussit très, très bien. Autrement dit, il était à la fabrication du livre. Parce que quand on étudie un livre, c'est un peu mon approche, un peu l'analyse que je fais. J'essaie de voir, mais qu'est-ce qui a dû lui passer par la tête avant de décider de faire ça? De petit aparté, Kalula fait partie d'un club de lecture que j'anime pour la bibliothèque. Et quand il a commencé la première journée où il s'est joint au groupe, c'était à l'automne, et on étudiait La peste de Camus, publié en 1947, 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre. À ce moment-là, Camus dirigeait la revue Combat. Il était un résistant comme journaliste, un résistant très actif. Et on se disait, tu te souviens, Kalula, ce jeune homme de 35 ans, parce que Camus était très, très précoce, hein, il est mort à 47 ans, philosophe, romancier, auteur de nouvelles, de théâtre aussi, du théâtre qu'on joue encore. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il a dû se dire, je veux écrire un livre sur le mal, comment je vais m'y prendre? Est-ce que je vais faire un livre de philosophie comme Emmanuel Mounier ou tous ces existentialistes d'où ils venaient, même si c'était plutôt la philosophie de l'absurde et l'homme révolté, mais au départ, c'était un existentialiste. Non, il a laissé de côté toutes ces choses-là, il a dit, je vais raconter une histoire. Il a inventé, là, comme il est originaire d'Algérie, etc. Tu vois, on connaît toute l'histoire de la peste. C'est un roman, mais c'est très anatomique aussi, on connaît tous les stades de la maladie. Kalula avait lu ça à 16-17 ans au lycée, au Congo. Ouais. Et il s'est dit, je lis ça, c'est comme si je lisais un livre d'anatomie, sur la peste, sur les endémies et tout ça. Il a choisi ses préoccupations, donc bien sûr la conception du monde que représente chaque personnage, parce que lui c'est un philosophe, et la conception du monde c'est prioritaire. Et je fais la parenthèse sur Camus, mais je le compare à Camus, c'est quand même pas mal du tout. Hein? Es-tu content? Bien sûr. Je sais qu'il aime Camus. Ça a été un gros coup de cœur pour tout le monde de revisiter, comme disent les Anglais, de revisiter Camus, parce qu'on ne le lit plus nécessairement beaucoup aujourd'hui. Alors voilà, Kalula a décidé que ça serait une histoire. Comme lectrice, je découvre, d'abord il m'envoie sa première nouvelle. Par hasard, c'est devenu numéro 1, mais c'est un hasard, c'était pas nous. Il m'envoie Naissance précoce d'une passion. Il me dit, regarde ça, dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi juste ton avis, un autre auteur. Et alors, je lis ça avec beaucoup d'intérêt. Comme lectrice, je découvre un univers que je ne connais pas, par l'entremise d'un narrateur sensible, mais objectif. Ce jeune médecin fait le rapprochement entre la situation d'un patient qu'on lui amène et qu'on dit frappé d'une malédiction. Quand lui-même avait 7 ou 8 ans, son père avait vécu une situation semblable. On lui avait jeté un sortilège, je pense que c'est ce qu'il dit, ce sont ses mots exacts. On lui avait jeté un sortilège. Et son père avait vécu ça dans une situation, l'enfant, il se souvient comme il attendait l'ambulance qui n'en finissait plus d'arriver, qui n'arrivait pas assez vite. Ensuite, quand il est allé le voir à l'hôpital, comme les draps étaient blancs, la salle aseptisée, tout ça. Première fois, probablement, que Kalula est allé dans un hôpital et qu'il a vu ça. Ça a été probablement une sorte de coup de foudre inconscient à l'époque. C'était le premier contact avec la médecine. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Ensuite, quand on fait le lien avec le titre,
Et alors, le ton était donné. Le récit est à la fois celui d'un chroniqueur. Ah, on revient presque à la peste, hein, parce que notre docteur Rieux, c'est un chroniqueur dans la peste. Alors, Kalula est aussi un chroniqueur. Et un conteur qui laisse filtrer les émotions sans tomber dans le pathétique. Il n'y a pas d'apitoiement, ce n'est pas les lamentations du doux. Donc, je suis venu à l'invitation de notre papa, cher docteur Kalambay, pour la présentation de son livre. Et ça a été un moment de bonheur, un moment de rencontre. Juste après la lecture du livre, donc on était curieux, on est venu, on a trouvé un public très divers. On a vu l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Donc le public était varié, à l'image du papa. Et il y a eu des questions, des débats. C'est vraiment un débat de haut niveau. Donc je sais que ce qu'il exprime toujours, il veut passer le flambeau. Donc c'est à nous maintenant, jeune génération, d'essayer de comprendre, lire le livre, comprendre, tirer les leçons, comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire, apprendre ça et appliquer pour que toute la communauté, et toute l'humanité se retrouve et qu'on apprécie ce qu'on a en commun. Et puis on a les mêmes combats, les mêmes défis, on a des opportunités. Donc j'ai dit bravo docteur. Alors le jeune médecin, entre-temps, a fait la rencontre de la science, de la médecine occidentale, qu'il applique à sa pratique médicale en Afrique, son terrain d'exercice, étant un groupe de villages, une population, tu parles d'à peu près 35 000 au total, une population qui n'avait probablement jamais eu de médecin de sa vie. Alors en Afrique, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a la médecine traditionnelle, qui ressemblerait à nos rabouteux, nos rabancheux au Québec. Vous savez, quelqu'un se casse un bras, on va voir quelqu'un qui est censé vous placer ça, ou aussi avec des variantes, bien entendu. Ou les Chinois ont ça aussi, la médecine traditionnelle. Il y a des médecins chinois qui ont connu la médecine occidentale et qui veulent... Alors ça apporte cette... Mais je pense qu'ils aiment bien le nouveau docteur aussi, parce qu'ils savent qu'il va les guérir. Mais on est dans ça, surtout dans la première nouvelle. Alors moi, je vois tout de suite, puisque je reviens à la mission qui m'avait été confiée, je vois tout de suite que le style suscite l'intérêt du lecteur. Puisque Kalula m'avait demandé mon avis, je lui dis que je vois beaucoup de potentiel d'intérêt à son récit et qu'il tenait là un filon prometteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon. Ah, c'est pas tout, j'ai une autre belle chose pour toi, un peu plus loin. Il a continué, je devais être inspirée après t'avoir rencontré jeudi. Il a continué à développer les autres récits. Et comme lectrice, je continue à découvrir différents aspects de la réalité d'un médecin en Afrique. Alors là, je prévoyais pour lui la conquête d'un lectorat diversifié. C'est-à-dire des gens, tu es d'accord? Regarde Serge, là, c'est-à-dire que des gens qui viennent de n'importe quelle culture, formation, et même des gens qui ne lisent pas tant que ça, pourraient aimer ce qu'écrit Kalula sous la forme qu'il le présente. Parce que ça se présente comme des histoires, et puis je ne dirai pas le reste, là, parce que notre ami Benoît, dans la conclusion, qui se veut une sorte de petite analyse critique très peu, surtout analyse, et il en parle de ça, on y reviendra plus tard. Et le travail d'un médecin s'accompagne immanquablement d'un certain niveau de compassion. Compassion, et cette notion est présente dans tous les récits, et particulièrement forte dans le deuxième récit, la balade d'un enfant en sursis. Bon, évidemment, on ne va pas se tenir la main sur le cœur parce qu'on a tous pleuré pour cet enfant-là. Mais surtout, on peut se rappeler que ce qu'il met en exergue au début, c'est bonjour, Diane. C'est que quand l'enfant arrive à l'hôpital, on dit il n'y a plus de linge stérile. Vous vous souvenez de ça? S'il y avait eu des linges stériles à l'hôpital, l'enfant aurait été opéré et qu'il aurait été sauvé. Et bien sûr, il y a d'autres lacunes qui vont ressortir après. Donc, le manque de matériel, de moyens, c'est certainement quelque chose que l'auteur voulait nous communiquer aussi. Et moi, comme j'aime beaucoup les liens de société, hein, tout ce qui est anthropologique, sociologique, historique, ça me frappe beaucoup dans une histoire.
je saute volontiers, je quitte l'anecdote et je tombe sur ces notions-là. Ça me frappe immanquablement. Et Kalula nous parle de la dynamique familiale. Quand un enfant, un garçon réussit bien à l'école, c'est parce que son père lui a communiqué de bons gènes. Alors qu'en fait, c'est la mère qui l'a tellement fait travailler. Et ça, on n'en parle pas tellement. La femme travaille, l'homme est célébré. Et c'est un homme qui l'écrit, c'est intéressant, ça a beaucoup de crédibilité pour nous. Hein. Alors, le fils, lui, c'est un petit garçon qui est très attachant, là, c'est pas que... comment s'appelle-t-il, notre petit bonhomme? Malou. Malou, il a l'air très bien, il travaille bien au pensionnat et tout ça. Mais il n'y en a que pour lui. C'est le garçon, on l'attendait. Il était entre deux filles, là. Il a une sœur aînée, une sœur cadette. Les petites filles sont là pour chanter des chansons en arrière, mais c'est sûr qu'il est malade aussi, et puis c'est triste, et puis c'est à lui que ça va arriver, cette catastrophe-là. Mais c'est intéressant. Et comme j'en parlais tout à l'heure avec Jean Bosco, Mobutu, l'histoire de Mobutu, qui a fait des siennes à un moment donné. Ah, avec Jean Bosco. Ah oui, avec Blaise, non, c'est Jean Bosco qui a parlé de ça. Blaise, est-il congolais? Oui. Êtes-vous trop jeune d'avoir connu Mobutu? Mais il a écrit sur Mobutu. Oui, ok. Alors ça, quand vous relirez la deuxième nouvelle, remarquez ça. À un moment donné, tout le personnel médical doit sortir pour un salut au drapeau. Peu importe que ça agonise, là, c'est pas très grave. Il y a de la délation si vous ne faites pas les choses comme il faut. Alors, je trouve que c'est un aspect très, très intéressant que tu nous apportais là. Dans les rues d'Alger, je vais vous donner juste quelques petites notes sur quelques commentaires sur les autres nouvelles, mes réactions à moi, que moi je considère être des points très enrichissants parce que l'anecdote elle-même, on va la suivre. C'est la première chose qu'on va suivre, l'anecdote. Les personnages qui vont arriver, les émotions. Mais tout ce qu'on a, les différentes couches de sens, elles sont bien présentes et elles enrichissent beaucoup. Alors, je trouve que dans les rues d'Alger, qui n'est pas une nouvelle très dramatique, c'est vraiment un peu une analyse de société. Hein? Le côté positif qu'il remarque, c'est qu'à Alger, il y a le salon du livre. Parce qu'au Congo, il ne se fait pas grand-chose pour le livre, avec ce que je peux comprendre. Ils cherchent des livres du Congo, il n'y en a aucun. Il y en a de l'Afrique du Sud, mais il n'y en a pas du Congo. Il se désole que dans son pays, on s'intéresse beaucoup à d'autres choses, un petit peu plus, je dirais, flashantes, excusez l'expression. Mais le livre, ça ne flash pas tellement, ça. Alors, on ne s'intéresse pas tellement à ça. Et puis, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé. Osman, mon collègue, il vient du Nigeria, je pense. Et tu me dis qu'il ne maîtrise pas le... Ça me passe... Est-ce que ça parle arabe en Nigeria? Ça parle anglais. Anglais, c'est ça. Mais il est musulman. Il est musulman. Alors, l'anglais qu'il connaît, c'est un anglais du Coran. L'arabe, excusez, l'arabe du Coran qu'il connaît, l'arabe religieux. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir une conversation vraiment avec quelqu'un qui fait une conversation de touriste. Là. Ce qu'on apprend, on pourrait bien pouvoir échanger sur une base minimale et pratique. Alors, il essaie de parler à un Kabyle qui lui-même n'est pas un arabophone. En général, les Kabyles comprennent parce qu'ils vivent en Algérie, même s'ils ont leur propre langue. Et aussi, il n'a acheté que des livres saints. Alors ça, c'est des choses qui sont très, très différentes pour nous. Ça c'est des éléments tout à fait exotiques pour nous. Que quelqu'un s'intéresse à... La culture passe uniquement par le Coran. Alors c'est différent. C'est différent. Moi, j'ai réagi à ça, à cet aspect. Je ne réagis ni positivement ni négativement. J'ai réagi à cet aspect-là. Et puis aussi, c'est le côté, comme disent les analystes littéraires, l'altérité, toutes les différences. Quand Ousmane et toi, vous montez dans l'autobus, eh bien, il y a seulement 2 Noirs dans l'autobus, c'est vous 2. Puis il les regarde, là. Il les regarde avec une curiosité incroyable. Et puis là, on craint les enlèvements. Il y avait eu beaucoup de... Ça a beaucoup brassé, là, en Afrique du Nord, hein, en Algérie. Ça a beaucoup changé. Les Kabyles étaient des gens assez poursuivis aussi. On découvre que le chauffeur est un Kabyle. Voilà encore l'altérité en Algérie. Beaucoup de Kabyles ont voulu aller vivre ailleurs. Qui vivent ici. Aussi en France également. À Marseille, les Kabyles ont voulu sortir. Alors c'est ce côté multiculturel du nord de l'Afrique. Quand vous parliez d'une Afrique plurielle, je trouvais que c'était vraiment présent dans ça.
Ensuite, Freetown, bien entendu, là j'oublie tout le reste du titre, là. Alors, au début, il nous dit « Nous sommes en mission d'élaboration du plan de gestion des risques de catastrophes humanitaires au la Sierra Leone. » Alors là, catastrophe humanitaire, on va en voir une, parce que prendre le bateau pour se rendre à l'endroit où on doit aller travailler, c'est déjà, je ne dirais pas l'expression québécoise qui irait là, mais c'est vraiment pas, c'est inacceptable. C'est tout à fait inacceptable ce que ressentent les gens qui étaient dans ce bateau. Est-ce qu'il prend les véhicules? On n'a jamais su si le bateau prenait les véhicules. On a deviné qu'on ne pouvait pas mettre un véhicule sur ce bateau-là. C'est un conteur, mais un conteur qui garde une certaine distance. Il ne fait pas dans la lamentation, malgré qu'il y ait des sentiments. L'auteur fait très bien ressentir la tension de cette traversée, toujours en utilisant la description, c'est-à-dire les frayeurs qu'il éprouve. Il passe par c'est ce filtre-là. Et puis Kalula est assez fort dans l'autodérision aussi. Alors, quand il a la trouille, il nous le dit, puis c'est sympathique. Parce que nous aussi, on l'aurait eu, la trouille. Il sympathise avec cette jeune fille qui s'en allait rencontrer son fiancé. Une très belle nouvelle. Bon, les Comores, tu disais tout à l'heure, Mali, que tu as mentionné que vous avez vécu aux Comores. Alors, je pensais que c'était juste un voyage. Vous venez de là? Oui, alors la tradition, est-ce que c'est fort là-bas, la tradition? La tradition, avec ce mariage et ce que ça apporte, c'est quand même quelque chose pour les lecteurs. Est-ce que tous les Africains connaissent ça? Je ne sais pas. Et il fait ressortir dans les défis du retour à la terre le décès du papa, à qui il rend hommage. Vraiment, on sent gratitude et admiration. Il parle du veuvage. Comme c'est pénible le veuvage pour une femme. Ce qu'on impose à une femme. Et je vous inviterai, si vous avez la possibilité, à lire le récit de Vicky, l'épouse de Kalula, Belunda, une écolière face à son destin, où elle nous parle et je t'en ai fait le compliment, je te le répète, Vicky, le ton que tu prends dans ce récit, c'est assez extraordinaire. Cette distance que tu gardes, malgré que la personne dont tu parles est ta mère, à 13 ans et 9 mois, elle donne naissance à son premier enfant. Alors, c'est tout à fait autre chose. Et il est question, parce que le papa meurt assez jeune tout de même, donc les enfants ont été témoins de ce que c'était le veuvage et l'épreuve que ça représente pour la mère. Et je pense que je m'arrête ici parce qu'il va y avoir des lectures, mais vous allez être obligé de m'endurer tout à l'heure pour la conclusion. Cette activité culturelle, qui est une des rares dans la ville pour la communauté, nous donne l'opportunité de nous replonger dans la culture de chez nous et de visiter les faces de toutes les réalités africaines auxquelles nous n'avons pas eu directement droit. Alors, pour moi, c'était comme des photos qu'il a prises pour chaque événement raconté dans le livre. Et ça permet à ceux qui n'ont pas pu lire, plutôt à ceux qui n'ont pas pu voyager à travers l'Afrique, de voyager sans être obligé de se déplacer. C'est une très belle lecture, très facile, une plume formidable. Il sait dire de belles choses dans des termes clairs et de façon potable. Et ce n'était que des délices. Et à de pareilles occasions, on ne peut que profiter et profiter. Parce que ce sont des occasions qui sont rares en ville. Je n'ai pas eu l'occasion comme docteur, médecin, de visiter l'Afrique. Je suis moi-même africain, mais je n'ai pas eu cette occasion de visiter le pays, si ce n'est que le Congo d'à côté. Les quelques nouvelles qui sont contenues dans ce livre, moi je les ai appelées les photos. Donc c'est quelques prises. Et ça a donné envie de faire le tour de l'Afrique sans voyager. Et je me suis retrouvé personnellement dans l'épisode qui parle des difficultés que ces jeunes pensionnaires ont dû pour rentrer à la maison, parce que moi-même je suis le produit du pensionnat.
je fais presque exactement la même démarche. Donc j'étais confronté au même défi. Alors quand je lisais ça, je me retrouvais. Quand on m'a demandé de lire, j'ai presque voulu refuser. Parce que j'ai l'arme facile. Beaucoup de photos ne parlent que des épisodes pas très agréables. Il y a la misère, il y a la mort, il y a tout ça. J'ai dit, mais ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Il nous raconte de belles histoires, il nous offre de belles photos. Mais le contenu, moi, je suis très sensible. Je veux m'abstenir de lire. Mais à la fin, je suis tombé sur l'histoire de Comores. Et ça a mis un peu de l'eau sur ma plaie. Il y a quand même des choses pour rire. Des choses pour rire parce qu'on danse. Vous savez, en Afrique, on n'apprend pas la danse. Ici, quand j'ai une amie, presque ma soeur, par présence, elle m'a dit, oh viens m'accompagner, je veux apprendre à danser. Moi, je dis, écoute, Francine, arrête de la faire. Chez nous, quand on tape le tam-tam, tout le monde danse. Parce que le rythme, c'est lié à la danse. On ne doit pas l'apprendre. Ça, c'est pour rire. Mais je l'accompagne, elle danse plus que moi-même. Enfin, moi, je ne sais pas danser, je suis l'exception des Africains. Et quand je le dis, les gens ne me croient pas. Je suis vraiment nul en danse. Mais j'adore voir les gens danser. Quand on était jeunes étudiants, on sortait avec des amis. J'ai failli d'être malade, d'avoir une exposition quelconque pour me dédouaner. Je restais dans un coin, j'admirais voir les amis danser. Le village est situé à la mi-hauteur de la colline sur une route vallonnée et peu éclairée. Il est 19 h. Le trafic est dense. Le monde fou converge vers nos lieux de festivité. On se fraye difficilement la route à coups de klaxons nerveux et de freinages bien placés, bien appliqués. Le conducteur a de bons réflexes. Les jeunes gens qui assurent le protocole sont sollicités à l'extrême. À peine la voiture arrêtée, les portières sont ouvertes de part et d'autre. Nous sommes presque happés du véhicule. J'aperçois ma femme qui se laisse entraîner par un groupe de dames assignées à son accueil. Je reconnais l'épouse de mon hôte et mère de la mariée. Elles disparaissent dans la foule de badauds. Nous sommes séparés d'office. Mon arrivée en tenue traditionnelle fait sensation. Mes hôtes jubilent. Ils sont tous parés dans leur longue tunique noire ou blanche bordée de fils d'or et ils ont à main une canne. Ils sont prêts pour l'eau, dialiko, pour la danse de la canne. Je suis intimidé par cette masse compacte et richement décorée. Je me laisse escorter vers les premiers rangs d'une longue colonne, à côté des hauts dignitaires du village. Mon parrain occupe une place d'honneur dans la hiérarchie locale. Il exulte de me voir ainsi habillé. Mon frère, me lance-t-il d'une voix pleine d'émotion, tu es vraiment mon frère. Tu es formellement chez toi et merci de cette preuve de fraternité. Il me présente avec beaucoup d'emphase. C'est mon frère, le nouveau représentant de l'OMS. Comme vous pouvez le constater, il est des nôtres. Il est chez lui, au Comores. De voyous, de you-you, stridulants accueille cette brève présentation entremêlée d'une succession de quasi de la part de toute la notabilité présente. Rares sont les étrangers qui ont montré un tel respect dans leur culture. Je projette déjà des retombées sociales que mon guide va tirer de cette présence. Je flotte sur un nuage de bonheur, le cœur frétillant. Mais une petite voix intérieure, toute frêle,
s'écrase doucement un passage jusqu'à ma conscience euphorique et me ramène aux propos acerbes recueillis auprès de certains collègues diplomates. Le doute s'installe. Est-ce que tu n'en fais pas un peu trop pour un diplomate? Seras-tu capable de répondre éventuellement à des sollicitations inappropriées de la part de la communauté? Comment désormais dissocier l'ivraie du bon grain, le faux du vrai? Un coup de sifflet aigu, suivi d'un roulement de tam-tam contenu, met fin à mes inquiétudes. C'est le signal du début des solennités. Je m'apprête à regagner la tribune des invités, mais une douce pression sur l'épaule me retient d'autorité dans le cortège qui s'installe sur plusieurs mètres. J'essaie de résister timidement. Une main généreuse me tend une canne. Je suis horrifié. Au fait, comment vais-je m'y prendre? Je n'ai jamais dansé le Djaliko. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. C'est facile, tu verras, me chuchote, très rassurant, mon voisin de gauche, comme s'il avait lu dans mes pensées. Le battement d'une dizaine de tambourins, maniés avec dextérité par les jeunes experts, coupe court à mes atermoiements. Une voix pointue entonne la chanson des circonstances que la chorale reprend en force dans une cacophonie sympathique. La ferveur du public envoie une décharge électrique dans le groupe de l'État. Je tressaille. Les dames lancent des you-you entrecoupées d'intonations acérées pour encourager les danseurs. La longue colonne s'élance subtilement dans un mouvement cadencé. On dirait un long serpent de mer qui se réveille. L'heureux élu et ses acolytes donnent le ton de la danse, de la marche. Un pas en avant, un pas à gauche, un pas à droite, puis une feinte des côtés, on recule et ça repart, la canne à l'air. Le Djaliko majestueux est en mouvement. Tous les danseurs, jeunes valides et vieux croulants, se balancent dans une synchronisation parfaite. Une longue colonne s'anime de plus en plus et se dirige vers une place de fête située à moins d'1 kilomètre. Je suis surpris de l'harmonie de la cadence et mes pieds s'entremêlent piteux. Je surmonte mon handicap et me concentre sur les pas de mon voisin. Le cours de danse accéléré par contagion de proximité fonctionne à merveille. Quelques pas d'hésitation sont suffisants pour ajuster mon rythme. Je ne m'en sors pas trop mal et je suis satisfait et fier de moi. Un long corridor humain, amovible, constitué de femmes et d'enfants, escorte le défilé avec des encouragements de you-you et autres cris similaires. Dans une courbure, j'entrevois ma conjointe perdue dans la masse en compagnie de la mère de la mariée. Bonjour, alors je suis très heureux d'être venu cet après-midi. Pour moi, c'est une découverte. Je connais quand même Kalula, mais il reste quand même que j'ai toujours été très intéressé par ses écrits. Et j'ai passé un très bel après-midi. Encore une fois, j'en apprends. Et pour moi, ça va être une découverte, mais pour mon épouse, qui a passé, qui est allée plusieurs fois en Afrique, ça va être une façon de retrouver des endroits, retrouver des expériences qu'elle a vécues là-bas. C'est presque de la voltige. J'en ai le vertige. Tout simplement spectaculaire. Les mollets souffrent à mort. Il s'agit cette fois du sambé survolté. La foule frénétique frise l'hystérie. Les femmes se lancent sur la piste sans retenue. Chacune d'elles enroule une écharpe en pagne au cou de danseur de son choix. C'est lui qui a fait vibrer son cœur. Très vite, les meilleurs acrobates se retrouvent avec une dizaine de pagnes au cou. Bonheur! J'en attrape 2
mais ne connaît pas mes admiratrices. Il se raconte une histoire autour de ce jeu de foulard. À ce rythme, le rappel de rhumatisme est immédiat. Les aînés, un à un, s'éclipsent sédinement vers les chaises, entraînant leurs membres meurtris. Un grain de nostalgie de leur jeunesse évaporée assis au fond de leurs pupilles. On imagine des insomnies, des douleurs dans les jours à venir pour une partie de plaisir collectif. Je voudrais continuer un peu, mais la danse est trop complexe et physiquement exigeante. Le samba exige beaucoup d'habilité et de jeunesse que je ne peux en offrir. Elle est pour les jeunes bien entraînés et non pour les amateurs comme moi. J'abdique avec la complicité d'un sage qui m'accompagne vers la tribune d'honneur où je continue d'assister aux exploits des jeunes chevronnés. Mes collègues diplomates sont assis à l'écart, en spectateurs interdits. Je décèle quelques envies sur leur visage. Plus tard, je me débarrasse de foulard. Je suis inondé de remerciements chaleureux de l'ensemble des personnalités de l'île. Ils me décernent en passant le titre de grand notable et m'invitent avec insistance à célébrer mon grand mariage. J'acquiesce, amusé par la proposition, les surnomme. Ils applaudissent, mais ne sont pas dupes. L'offre est alléchante, mais pas réaliste. On se quitte bons amis. Mon épouse s'extirpe du lot des femmes et me rejoint enfin après la fête. Sur le chemin chaotique du retour à la maison, ma gaieté exubérante est tempérée par le silence boudeur de ma partenaire. Je me rappelle soudain l'humiliation qu'elle a vécue tout au long de la soirée, en spectatrice, anonyme, au milieu d'un public surexcité. Elle était inexistante. Plus je l'observe, plus je suis convaincu que c'était la dernière fois qu'elle participait à une procession du grand mariage. Alors le titre, c'est, je fais exprès pour ne pas donner le titre avant la lecture, c'est Dialiko ou la danse de Cannes. Donc j'ai préféré l'accompagner dans la danse pour ne pas tomber dans les pleurs. Merci. Merci. Saveurs des tropiques. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Et ça a été l'activité a été très intéressante, très enrichissante. On a eu un très bel échange et je souhaite à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire le livre, de se le procurer, de le lire. Il est très intéressant. Ça vous permet de voyager à travers toute l'Afrique. J'ai lu le livre, j'ai trouvé très intéressant. Et, ça m'a fait découvrir ce que j'appelle l'inconnu du connu. C'est-à-dire cette Afrique d'où je viens, mais que je ne connais pas très bien. Parce que peut-être comme beaucoup, je n'ai pas vraiment eu la chance de voyager à travers toute l'Afrique. Et il y a des choses que je ne connais pas, d'autres pays d'Afrique, mais j'appelle ça l'inconnu du connu, puisqu'en lisant le livre, je me rends compte que bien que je n'y sois pas allée, beaucoup de choses, on a beaucoup de points communs, comme l'a dit, je pense tout à l'heure, Marie-Thérèse, on retrouve certains points communs, certaines choses qui nous sont familières, tout en étant dans des pays étrangers, dans des pays à l'extérieur de la bouche. Et ce que j'ai choisi de lire, moi je vais donner le titre tout de suite, c'est, une petite seconde que je me retrouve, Une traversée rocambolesque vers Freetown. Donc c'est le texte qui m'a beaucoup frappé. Pourquoi ce texte m'a beaucoup frappé? Ça m'a un petit peu rappelé ma vie au Congo, dans le quotidien, que ce soit le transport en commun, ou les autobus, ou les avions, il y avait des fois, on n'était jamais certain d'arriver. Il y avait des fois, vous regardiez l'aspect, comment dirais-je, l'aspect physique du taxi, vous vous demandez, mon Dieu, comment je peux monter là-dedans? C'est presque un corbillard, ça. Je m'en vais à la mort, où est-ce que je m'en vais? Mais non, j'arrive à destination. Des petites pannes, un peu comme dans l'histoire que je vais vous lire. Le chauffeur arrivait toujours à trouver une solution. Donc ils sont non seulement chauffeurs, mais mécaniciens, et des mécaniciens miraculeux souvent.
Alors, c'est un petit peu ça que m'a rappelé ce texte, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, si vous permettez, je vais vous faire la lecture. De toute évidence, il fait allusion à la traite négrière transatlantique. Le concerné rit de plus belle, avec innocence, ses dents éclatantes éclairent son visage. L'atmosphère à bord demeure crispée, un léger souffle de mauvais présages flotte dans l'air alors que les vagues s'amplifient. Le jeune matelot, après avoir levé l'ancre, s'installe en équilibre instable sur la proue, les pieds pendant dans le vide pour contrebalancer le poids des passagers. Il fait signe au capitaine que tout va bien. Nous quittons la berge vers 18h30, au moment où le mince fil rouge-orange du dernier rayon de soleil marque une fissure nette entre le ciel et la terre. Je suis assis en diagonale du capitaine, une position privilégiée où je peux l'observer à loisir. Il est très tendu, malgré sa bonne gueule de truand. Il a en effet les yeux rouges, un regard dur, le menton engagé et très volontaire, une barbiche de pirate et des gestes nerveux qui s'acharnent sur la manette de vitesse sans ménagement. Le moteur, lancé à fond avec force, répond timidement, sous forme d'un murmure, un chuchotement plaintif, vroom, vroom, vroom. Le bateau surchargé fait du surplace, comme un oiseau qui aurait du plomb dans les ailes. On dirait qu'il boude, intimidé par la mer. Nous avançons à coups saccadés. Malgré les hésitations manifestes et prémonitoires du moteur, le capitaine, intrépide, continue quand même le voyage. Alors, un lancement de livre comme celui auquel on vient d'assister, c'est formidable parce que ça permet au public de rencontrer l'auteur, ça permet de discuter de son œuvre et c'est aussi en même temps un événement communautaire qui fait qu'on rencontre nos concitoyens autour d'une belle création artistique. Alors j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Bravo. L'angoisse monte d'un cran. Je me rappelle soudain un film que j'ai vu il y a quelques semaines. J'étais bien calée dans mon fauteuil, en train de déguster une bonne bière fraîche. Sur l'écran, 3 couples de jeunes gens s'amusent sur un yacht de grand luxe en pleine mer. Ils décident de faire une baignade dans l'eau turquoise qui s'étend à l'infini devant eux. Ils jettent l'ancre, sautent à tour de rôle dans l'eau en poussant des cris de joie aigus. Après quelques moments de plaisir partagés dans l'eau, ils veulent remonter sur le navire. Ils réalisent à cet instant précis qu'ils n'ont pas descendu l'échelle au préalable. À bord, il n'y a personne pour le faire. Au loin, on voit des ailerons de requins qui s'approchent. La suite, on la connaît pas. Alors, dans les multiples reflets que la lumière du bateau projette sur la masse noire de la mer, je crois apercevoir une longue forme blanche qui avance vers nous. J'écarquille les yeux pour mieux voir, mais ne peux rien distinguer. Le sceptre du mammifère flotte dans l'air. J'imagine sa grande bouche aux dents tranchantes pointée vers le flanc de notre embarcation pour la renverser. Je vais peut-être sauter un passage et aller plus loin. Donc, le silence dans la nuit devient dense, très dense. Les bruissements du moteur deviennent de plus en plus faibles. Il s'apprête manifestement à rendre l'âme. Les clapotis sinistres de la mer sur la coque du bateau deviennent distincts. Alors, bling, 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 c'était ça les clapotis? Ma bouche s'assèche anormalement. Les yeux de mes infortunés compagnons sont hagards. On dirait des revenants. On est tous immobiles, retenant notre souffle, et nous sommes figés comme les statues de l'île de Pâques dans le Pacifique, peut-être comme elle pour l'éternité. Une odeur de carburant se répand sur le bateau. La possibilité d'une explosion s'infiltre dans les esprits. 2 passagers de l'arrière, pris de panique, se déplacent vers l'avant et accroissent l'instabilité du bateau. Ils tentent d'articuler quelque chose pour se justifier, mais aucun son intelligible ne sort de leur bouche. Le bateau lui-même continue d'avancer par soubresauts irréguliers. Bien, moi, j'ai bien aimé la présentation. Les extraits de lecture m'ont certainement donné le goût de lire le livre de Kalula. Et j'ai eu
sentiment que j'allais voyager avec ce livre-là et apprendre beaucoup également. Le moteur, comme révolté par ce vacarme, pousse un ultime souffle et s'arrête définitivement. Son agonie a trop duré, sa délivrance enfin arrivée, il laisse le bateau dériver à sa guise. Alors, je vais m'arrêter ici pour laisser le mystère et donner l'occasion à ceux qui n'ont pas lu de le lire. Mais c'est très, très intéressant. Oui, le livre, il est bien rigolo. Il est bien rigolo. C'est vraiment les saveurs du tropique. Parce que quand tu penses au Fula là, les accidents, il n'y a pas de... Tu vas à l'hôpital, on te dit, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui manque là. Quand tu arrives à l'hôtel, là, tu dois payer tes frais. Hein? Le téléphone ne marche pas, les cartes de crédit ne passent pas et le vol, c'est dans quelques instants. Ça, c'est quand même embêtant. C'est vraiment l'Afrique, ça. Non, c'est un bon livre. Oui. J'ai bien rigolé, j'ai bien rigolé. Ça mérite d'être lu. Nous allons conclure. En fait, Benoît a envoyé une sorte il avait fait son analyse et voici ce qu'il dit. Il parle de la nouvelle. On parlait tout à l'heure du type d'écriture. Alors, voici comment il définit la nouvelle. Benoît Casabon, notre collègue. 1. Anticipation. 2. Rétroaction. 3. Mise en question de l'horizon d'attente. Je reviens sur chacun des points, c'est assez imagé. 1. Anticipation. On est vite lancé dans une histoire. Tel un bolide, l'histoire démarre sur les chapeaux de roue. Ça, c'est la façon dont il interprète la façon de démarrer de Kalula. 2. La rétroaction. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'a bien voulu dire l'auteur? Le lecteur reste un peu figé quand on applique les freins. Que veut dire cette chute? Et troisièmement, mise en question de l'horizon d'attente. Quand vous scrutez l'horizon, vous n'êtes pas sûr si vous voyez quelque chose ou si c'est un mirage. L'auteur raconte quelque chose, puis il y a un renversement, une bifurcation, une chute. Quel sens dois-je donner à cette... Quel sens dois-je faire de cette histoire? Qu'est-ce que j'ai vu là? Il se résume. Le lecteur est sollicité par 3 moments. La nouvelle est de ces textes qui sollicitent le lecteur de façon immédiate. Kalula est un maître conteur. Il manie la manière, c'est-à-dire la maîtrise de la construction dramatique, la narration d'une façon exceptionnelle, et la matière, la fiction ou l'histoire. Puis, il ajoute un grain de réflexion transcendante. Ces 3 ingrédients réunis, cela donne saveur des tropiques. Alors, j'ai beaucoup apprécié ces 2 heures passées en présence de Kalula et de toutes ces personnes qui sont venues pour découvrir son œuvre. Je connais peu l'Afrique et je trouve que de nous la présenter à travers des nouvelles, des histoires, des anecdotes, c'est une bonne façon de créer des ouvertures. Et personnellement, je trouve que c'est toujours plaisant d'être dans l'environnement de Kalula, sa famille, ses amis. C'est un environnement qui est chaleureux, ouvert, dans lequel on apprend, dans lequel on explore. Alors maintenant, j'ai eu le bonheur de gagner le livre, alors je vais le lire avec beaucoup de plaisir. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais
ces tristes matins qui sifflent dans le soir.